Bonsoir à tous et bienvenue à ce 27e épisode de la saison 2 du podcast À la Coupe qui vous est présenté par la microbrasserie Le Caveau des Trois Pistoles pour votre bière hockey. N'oubliez pas de penser à la bière La Montminou à la Coupe. Et également, je vous invite à nous rejoindre sur nos différents réseaux sociaux puisqu'on est présent sur Spotify, sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok, toujours sous le même nom de À la Coupe. Également, je vous invite à écouter La Notif des sportifs à tous les mardis midi animé par Loric Salvaille. Il fait une revue de l'actualité hockey avec nos différents collaborateurs. Cette semaine, au niveau du alacoupe.ca, on a entre autres proposé l'idée qu'il pourrait peut-être manquer un Joe Pavelski du côté du Canadien de Montréal. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, un joueur d'expérience qui pourrait s'ajouter à une ligne comme par exemple de Cole Caulfield et de Nick Suzuki. Alors, sans plus attendre, on va aller rencontrer notre collaborateur d'aujourd'hui qui va peut-être nous donner son opinion là-dessus. Sam, comment ça va? Salut, ça va toi? Oui, ça va très bien. C'est une question que je m'étais posée récemment et je me demande qu'est-ce que toi tu pouvais en penser d'avoir un espèce de Joe Pavelski pour jouer avec Nick Suzuki puis Cole Caulfield. C'est-à-dire un gars qui a du leadership, de l'expérience, qui est peut-être plus lent sur patin, mais qui pourrait amener son calme. Oui, ben c'est sûr que mettre un vétéran avec des jeunes joueurs, c'est toujours une bonne idée parce que le vétéran sait comment une carrière de Ligue nationale se vit. Il y a des mauvais moments, il y a des bons moments. Puis si un vétéran est capable de démontrer ça à un jeune en partant, que ça ne pourra pas toujours bien aller, mais si ça va mal, ça va revenir un jour et de ne pas se décourager des affaires comme ça. Je pense que c'est toujours bon d'avoir un vétéran. Par contre, un Joe Pavelski, ça va être dur à avoir parce qu'il y a des joueurs comme Joe Pavelski qui n'ont pas gagné la Coupe, surtout veulent gagner la Coupe. Les Canadiens, on sait présentement qu'ils ne sont pas une équipe compétitive dans les, mettons, deux prochaines années. Là. Mais je comprends le point, puis c'est sûr que ce serait une bonne idée d'emmener un vétéran. Ben, tu vois, j'avais entendu à la radio, je sais pas, peut-être 2 jours, l'idée de Corey Perry. Donc, Corey Perry qui pourrait revenir, puis ne serait-ce que juste son calme, puis son style de jeu pourrait peut-être sécuriser les jeunes. Ben, c'est sûr, mais Corey Perry, je ne suis pas sûr qu'il voudrait revenir pour aider les jeunes. Et c'est comme je te dis, à cet âge-là, les gars aiment aider les jeunes, mais dans une équipe qui peut aspirer à quelque chose, parce qu'on s'entend que c'est leur dernier 1000. Là. C'est rare que des joueurs veulent passer leurs dernières années dans le fond de la cave, mais c'est comme Joe Pavelski présentement à Dallas, il est comme dans le meilleur des deux mondes parce qu'il y a des jeunes qui peuvent montrer, mais ils sont aussi en finale de l'Ouest. Fait que il y a le meilleur des deux mondes, mais c'est sûr qu'il y a des vétérans qui pourraient venir. J'ai pas checké si je pourrais avoir une liste de quels vétérans, mais un genre de Corey Perry, ça pourrait effectivement bien marcher. Ouais, c'est pas mal ce que je me disais. Tu sais, moi, je trouvais des fois peut-être qu'on s'appuie beaucoup sur les jeunes, mais peut-être qu'ils ont besoin de quelqu'un pour les calmer à l'attaque aussi. On a des vétérans pour nos défenseurs, on n'a pas nécessairement des vétérans pour nos attaquants, ou du moins pas de la trempe de David Savard. C'est un vétéran qui a une bonne trempe. Joel Edmondson aussi. Ben, David Savard, je te dirais, c'est pas mal. C'est pas mal ça. Un vétéran qui a joué beaucoup, qui a joué en série. C'est un Québécois en plus qui connaît la ville, il connaît le marché de Montréal. Fait que je pense que le Joe Pavelski des Canadiens, c'est pas mal David Savard. Puis je pense que c'est un méchant bon joueur pour avoir ce rôle-là. Surtout que les jeunes à défense, les jeunes joueurs du Canadien, présentement, sont à la défense. Puis on sait très bien qu'un défenseur, c'est plus dur à développer qu'un attaquant. Fait que je pense que Joe Pavelski des Canadiens, c'est effectivement David Savard. Fait que je pense qu'ils ont le jackpot un peu. Je pense que David va vouloir rester ici. Si le Canadien veut vraiment veut le garder, bien sûr, là, après son contrat, mais je pense que ça pourrait être un bon fit. Ben, tu vois, là, je te propose l'idée à la volée comme ça, mais moi, là où je vois qu'il y a une faiblesse là-dedans, c'est le fait que je trouve qu'on met beaucoup de pression pour marquer des buts à nos jeunes. Puis c'est peut-être là-dessus où on aurait besoin d'un attaquant qui serait un attaquant avec beaucoup d'expérience et du leadership, plutôt que... Ben, on garde David Savard pour nos jeunes défenseurs, on a beaucoup de gars formés, anyways. Mais je pense que ça pourrait être intéressant de mettre à l'aile
quelqu'un qui a juste de l'expérience puis qui est peut-être plus lent. Fait que, je me dis, pour les jeunes, ça serait quelque chose de sécurisant. Ouais. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Le gars au banc, il fait juste dire, guys, là, on se calme, là, puis on retourne la prochaine présence, puis eux autres, ils vont partir. Il y a la bague, il y a l'expérience. Ça pourrait être une idée. Ouais. All right. Le sujet qui est le sujet chaud, on va crever l'abcès d'entrée de jeu, puisque bien entendu, on sait que cette semaine, là, ça va être diffusé jeudi, mais mardi, on avait le référendum à Tempe, qui est un référendum qui a fait couler énormément d'encre. Donc, on a décidé de voter du côté de la population de Tempe à 56%-ish contre les propositions qui étaient proposées par les groupes des Coyotes sur les propositions 301, 302 et 303. Des éléments que je tiens quand même à mentionner, c'est qu'il y avait l'appui du Conseil. C'est qu'en fait, le Conseil n'était pas unanime, donc ils ont préféré passer par la voie référendaire. Puis tu as quand même un affaire comme 4 ou 5 anciens maires qui votaient pour les propositions. C'est un échec qui est un échec monumental qui pourrait marquer peut-être, et je dis bien juste peut-être parce qu'on a eu d'autres informations depuis, là, mais qui pourrait marquer la fin de l'organisation des Coyotes. Sam, MP a voté pour garder un dépotoir plutôt que bâtir un quartier. C'est une tristesse quand même de voir une organisation qui va probablement quitter parce que on ne sait pas ce qui va se passer, mais on sait que la Ligue nationale, c'est probablement la dernière chance là, de faire ça, mais c'était un bon projet. Je ne suis pas le plus grand fan de les Coyotes présentement, de ce qui se passe avec l'aréna universitaire et tout, mais ça reste que si le projet à Tempe se réalisait, c'était un casino, c'était des hôtels, c'était une affaire pour les touristes, c'était pas juste du hockey là, qui était là-dedans, puis c'était une source de revenus qui était quand même, je pense, incroyable. Là. On sait que casino, c'est un casino, c'est rare. J'ai jamais vu un casino faire faillite, fait que c'est sûr que ça marche. Là. Puis mettre les Coyotes là-dedans, je pense que ça aurait été un méchant bon move. Mais là, un référendum, c'est la population qui a parlé. S'ils veulent vraiment garder ça, c'est sûr, je sais pas les résultats exacts, comment ça a été, là, mais il me semble que c'était pas 80% non plus. Fait que, puis j'ai regardé les votes, ça n'avait pas l'air d'être beaucoup de votes. Fait qu'est-ce que la population s'est présentée au vote aussi? Ça, c'est une autre affaire, mais je trouve ça triste quand même si présentement, je n'étais pas le plus grand défenseur des Coyotes, mais je trouve ça triste, une équipe qui part. Moi, je viens de Québec, j'habite proche de Québec. Je n'ai pas vécu les Nordiques, malheureusement, mais mon père l'a vécu. Mon père, c'est un grand fan des Nordiques. Et il y a beaucoup de fans des Nordiques qui s'en ont même pas encore remis. Là, puis on est une vingtaine, presque une trentaine d'années après. Là. Ouais. Fait que il y a eu les expos aussi à Montréal qui ont quitté. Puis ça fait mal de voir une équipe quitter, même si c'était pas l'équipe avec le plus d'histoire. Mais on a vu aussi des anciens joueurs des Coyotes qui ont parlé, qui étaient tristes. Clayton Keller, qui a tweeté hier un bonhomme triste. Fait que, tu sais, un joueur actuel qui marque un bonhomme triste, ça prouve à quel point il aimait ça. Puis, tu sais, l'Arizona, c'est vraiment une place que tu veux vivre. Là. Il fait beau, il fait chaud. C'est un très bon mode de vie. Là. Tu sais, pour les joueurs qui aiment beaucoup le golf, les terrains de golf en Arizona sont incroyables. Fait que je pense que les joueurs aimaient ça quand même, jouer là-bas. Fait que c'est triste pour des joueurs qui sont adaptés à la culture. Et là, il va falloir qu'ils changent complètement. Probablement, ils vont changer de logo, ils vont changer d'équipe, de nom et tout. Pour un jeune joueur comme Keller, là, je trouve ça vraiment plate. Puis aussi les fans. Les fans comme toi qui suit les Coyotes, puis qui est une équipe qui n'a pas beaucoup de fans aussi, on s'entend. Mais avec, moi, je me mets à ta place, puis je m'attends, les Blue Jackets ont déjà eu des rumeurs de déménagement. Puis ça fait longtemps, fait qu'il y avait moins d'histoire, mais ça reste que j'aurais pas voulu que ça m'arrive à moi, puis je comprends ta peine, je comprends tes sentiments. Puis je suis comme sans mots, on dirait, de les voir. Parce que, on s'entend, les Coyotes, ça fait longtemps qu'on entend parler, puis ça n'a jamais arrivé, le déménagement. Puis là, le fait que ça arrive, on trouve ça bizarre, on dirait, que ça arrive. Puis, les Coyotes, la finale de l'Ouest qu'ils avaient fait là, avec le Whiteout, c'était... les fans étaient là, ils étaient présents, là, puis il y a des bons joueurs qui ont passé là aussi. Des joueurs, des vétérans, quand Brisgalov était arrivé, ça avait fait un hype là-bas, là, quand il est arrivé. Puis, Shane Doan, qui a passé toute sa carrière, là. Puis c'était un méchant bon joueur. Fait il y avait des ambassadeurs qui étaient là en plus. Fait que, non, c'est triste. C'est vraiment triste malgré tout, là. Je sais qu'il y en a qui rient de ça, mais il faut se mettre à la place des gens qui voulaient que ça aille plus loin. Puis c'était un bon projet. C'est ça qui est... C'est pas comme si c'était un projet boboche qu'il avait monté en 2 minutes. Là.
en tout cas. Je vais commencer avec une image parce que moi, il y a beaucoup de gens qui me mentionnent « Ah, l'équipe est à chier. » Mais c'est une équipe que je suis depuis 25 ans. Donc, c'est une équipe que j'ai vu évoluer. Puis, tu sais, j'ai vu justement Shane Doan, je l'ai vu jouer. J'ai vu jouer Keith Yandel. J'ai vu jouer Mike Smith. Mike Smith, là, c'était un méchant bizarre de gardien, mais c'était tout un gardien. Puis, oui. Moi, je compare ça un peu comme à l'affection que tu as avec ta vieille Corolla 2002. Tu sais, quand tu étais jeune, tu avais un vieux char que tu as vécu beaucoup de choses avec. Ouais. Tu as un attachement non pas à la ferraille qu'elle est, mais bien plutôt aux souvenirs qui sont rattachés à. Effectivement. Puis, tu sais, moi, ce qui est difficile, c'est le chandail que je porte dans mes vidéos, qui est le chandail avec le logo Kachina. C'est un logo que j'ai eu à l'âge de 15 ans. Donc, tu sais, je veux dire, quand j'étais jeune, déjà, j'avais commencé avec cette équipe-là. Puis, pour moi, il y a eu comme une identité qui s'est liée à cette organisation-là au travers des années. Fait qu'aujourd'hui, les gens sont comme « Ah, tant mieux qu'ils crissent leur camp. » Mais pour moi, c'est quelque chose qui, au niveau affectif, fait du mal. Mais je suis conscient que l'aréna de 4500, c'est pas rentable pour personne, je le sais. Mais le plan était quelque chose. Et là, ça m'amène à une question que je veux te poser parce que toi, tu habites en région à proximité de Québec. Ouais. Si, mettons, on t'arrive là, dans ta municipalité, qui est une petite municipalité proche de Québec, puis qu'on te dit, ben écoute, on s'en va te bâtir un amphithéâtre gros format avec casino, hôtel, restaurant, puis tout ça dans ta petite ville, tu fais-tu le saut en faisant comme d'où tu vas venir me déranger là, dans ma paisibilité? Ben, c'est sûr que non. Moi, c'est sûr que moi, si tu veux amener un genre d'affaires comme ça, c'est bon pour le développement de la ville en question. Puis c'est de l'argent aussi, c'est un revenu pour la ville. Puis avec de l'argent, on peut faire plein d'autres affaires. Fait que, tu sais, quand une ville fait de l'argent, ben, il y a plus de projets, il y a plus de services aux citoyens. Fait que c'est sûr que moi, j'aurais jamais été contre une chose comme ça, surtout pas une équipe sportive qui se ramène à ça. Moi, c'est sûr que n'importe quel sport, j'aurais été content. Mais je sais pas si les gens, c'était quoi leur point. Comme je te dis, je connais pas le dossier à 100% par cœur, mais je trouve que surtout que c'est un dépotoir, c'est rien. C'est pas comme s'ils mettaient à terre des condos ou une école ou des affaires de même. Là. C'est de la merde qu'il y a là. Puis là, ils voulaient faire de quoi de beau. Mais bon. Tu connais Philippe Quentin? Oui. Bon, Philippe Quentin, qui était sur les ondes de RDS, lui a mentionné qu'il a vu des prospectus qui avaient été passés à la population là-bas. Okay. Ceux qui étaient pour le nom, ils vendaient l'idée que c'était les riches qui venaient acheter leur ville. Puis c'était les riches qui venaient exploiter leur territoire. C'était les riches qui venaient abuser d'eux autres. Parce que c'est une petite ville qui est pas... C'est pas une petite ville riche, le Tempe. Fait ils ont joué comme la game de faire peur. Mais tu sais, comme tu as dit, le taux de participation n'était pas à 90% non plus. Non, c'est ça. C'est les gens qui ont peur qui ont été votés. Les gens qui s'en foutaient, ils sont juste pas déplacés. Puis c'est dommage un peu parce que c'est un programme qui était 100% privé. C'était un investissement de 2, quelques milliards de dollars. Ça, mettons que toi, tu as une propriété là-bas, ça aurait probablement augmenté la valeur de ta maison parce que tu as beaucoup plus de services à proximité qui vont se développer. Mais pour avoir parlé avec des gens qui vivent en campagne ici au Québec, ils m'ont dit que ça peut déranger le monde d'avoir autant d'activités comme ça qui se développent à proximité. Ben, c'est sûr que quand tu dis campagne, c'est sûr que quelqu'un qui habite dans un village, que ça ferme et tout, qu'il y a une aréna puis des casinos qui vont se construire à 3 minutes, ça, je comprends, mais j'imagine que Tempe, c'était pas un village qui avait 2000 habitants. Là. Non, visualise un peu Sherbrooke, mettons. Là. Ben, c'est ça, Sherbrooke, je pense pas qu'il y a du monde de Sherbrooke qui serait contre l'idée, là. Tu sais, mettons, Centre-Ville de Sherbrooke, je veux dire, c'est quand même une ville universitaire. Ça doit brasser quelque part. Il doit y avoir des bars et tout. Une ville universitaire, c'est une ville qui bouge un peu aussi. Puis, tu sais, c'est ça l'affaire. C'est sûr que moi, j'habite, il y a plein de villages autour de moi. Il y a des villages de 800 personnes, des villages de 2000 personnes. Si tu me dis que tu arrives à un complexe hôtelier avec un casino puis une aréna à 2,2 milliards, là, ça va déranger parce que, tu sais, ça n'a comme pas sa place en pleine campagne. Mais dans une ville comme, mettons, de la grosseur de Sherbrooke, je pense que ça n'a aucun effet néfaste. Mais le monde sûrement qui sont allés voter, c'est beaucoup de monde qui était pour et beaucoup de monde qui était contre. Puis ceux qui étaient neutres sont sûrement pas allés. Fait que des fois, c'est ça. Puis on en parle même au Québec ici, là, les taux de participation pour les référendums pour les villes ou même pour les élections sont pas vraiment hauts. Mais en tout cas, le monde chiale après qu'il n'y a rien dans les affaires. Mais si tu vas pas voter, ça ne changera jamais. Il y a quelqu'un qui m'a écrit ça sur TikTok. Il y a quelqu'un qui m'a écrit, il dit, quand tu donnes un choix comme ça par la voie référendaire, il dit, le monde, ils ont peur puis ils ne bougeront pas. Fait que t'as rien qui c'est vrai.
faut que tu le pousses. Puis, en tout cas, ce serait un autre sujet. Puis, un autre point que je voulais amener aussi, ça, c'est plus sur un point de vue de perspective politique, mais ils ont peut-être manqué leur cible parce qu'ils ont visé les étudiants de l'université. Puis, tu sais, c'est pas, les étudiants de l'université ne sont pas les résidents de Tempe. C'est pas la même chose. C'est des gens qui arrivent de l'extérieur. Puis, je sais pas à quel point ça avait été bien vendu parce que peut-être que c'est une ville qui est plus vieille. Donc, à ce moment-là, on rejoint moins cette ville-là. Fait que, bref, on a eu d'autres informations. C'est sûr que c'est une ville âgée. C'est sûr que c'est pas un genre de projet que les personnes âgées aiment. Mais c'est sûr que si on visait, ils ont vendu le projet à des étudiants, c'est sûr que les étudiants, premièrement, ils vont juste là, peut-être juste pour étudier, puis ils savent qu'après ça, les États-Unis, c'est quand même assez gros. Puis il y a beaucoup de gens qui voyagent, qui déménagent entre États. Là. Aux États-Unis, c'est pas rare que quelqu'un de la Floride va aller habiter dans un autre État. Ça se promène beaucoup. Fait que, tu sais, Arizona State, c'est quand même une université qui est quand même une grosse université. Fait que oui, il y a beaucoup d'étudiants, mais le pourcentage d'étudiants qui vont habiter à Tempe, je pense que c'est vraiment minime. Fait qu'il fallait que tu vises les gens qui vont vivre avec ce projet-là et non des gens qui sont là pour voter pour le projet. Puis, probablement, les étudiants, je suis pas mal sûr qu'ils ne sont pas allés voter pour le projet. Si quelqu'un étudie en médecine, puis il sait que lui, il va juste là pour les études, il n'ira pas voter pour un projet qui va apporter un casino à une équipe de hockey. Fait que, non, 100% d'accord avec toi. Puis, tu sais, un autre point aussi qui va être peut-être à ne pas trop négliger, c'est le fait que les étudiants ne sont pas non plus ceux qui vont acheter des billets de saison. T'sais. Fait que on faisait des parties avant chaque match en avant de l'aréna. On a fait des fins de semaine de party à Scottsdale où il y a beaucoup de joueurs qui habitent. On a invité un designer qui est connu dans le monde pop. On a fait comme plein de choses comme ça, mais ça rejoignait juste les jeunes et c'est pas nécessairement la meilleure base qui allait voter pour la ville de Tempe. Fait quand tu regardes une game des Coyotes, tu vois beaucoup que c'est jeune dans les estrades. Et tu vois beaucoup que c'est des étudiants des partisans des Sun Devils, je pense, c'est ça, leur équipe. Fait que, tu sais, oui, les étudiants, eux autres, ils vont en profiter pendant qu'ils sont là au campus. Ils disent, hey, on va avoir une game de la Ligue nationale. Mais eux autres, le futur, là, comme je te dis, ils s'en foutent un peu. Ils vivent le moment présent. Mais si c'est ça, une des raisons pourquoi ça n'a pas marché, c'est encore plus triste que ça ait été mal préparé. Parce que rendu là, c'est une job de préparation, une job de marketing qui a mal été fait. Pour un projet de 2 milliards, on s'entend que tu as le budget de faire mieux. Ouais, ben, je pense qu'il se pensait safe avec 100% privé, puis on va changer un dépotoir en quelque chose qui va. Mais j'aurais été curieux d'avoir les opinions des noms. Parce que surtout que tes taxes n'augmenteront pas à cause de ça, même que ta maison risque de prendre de la valeur. Ta ville va avoir de l'argent de plus avec les revenus, les taxes et tout. Si tu ne payes pas une scène, tu as plus de services avec l'argent qui va arriver. Tu as une équipe de hockey, tu as des touristes qui vont vouloir venir parce qu'il y a des hôtels, des casinos. Moi, je trouve qu'il n'y a pas de mauvais point avec ça, mais bon, c'est sûr que je ne suis pas résident, c'est plus facile pour moi de juger. Là. Et les arguments principaux, c'était surtout, il disait qu'il mentait sur le fait que ça ne coûterait rien. Il disait que les taxes, les payeurs de taxes allaient finir par payer. Ouais. Il disait aussi par rapport au bruit que ça allait amener beaucoup d'activités, puis c'était problématique. Il disait aussi que ça allait diminuer la valeur des maisons parce qu'il bâtissait des condos à proximité d'une zone sonore de l'aéroport. Donc, c'est pas l'aéroport proprement dit qui passe là, mais parce qu'elle passe proche, ça fait trop de bruit, puis c'est dérangeant pour les condos qu'elle a bâtis. En tout cas. OK, ouais. Mais là, les informations qu'on a eues depuis, c'est que l'année prochaine, ils vont jouer au Marriott Arena encore, parce qu'anyways, ils ont un bail de signer, je pense, jusqu'en 24-25, ouais. Fait qu'ils peuvent prendre leur temps s'ils veulent relocaliser dans une autre ville, whatever. Ils ont le temps d'étudier les différents dossiers. Le problème que je vois, c'est que Mariello veut peut-être pas vendre, mais s'ils vont à Houston, il va falloir qu'ils vendent. Fait que là, je sais pas qu'est-ce qu'il va se donner. Il va falloir qu'ils vendent, effectivement. Puis il y aura comme pas le choix, là. À moins que c'est lui qui garde la concession puis que lui, il va déménager avec le club, mais c'est rare, on dit que le propriétaire déménage. Ouais. Parce que le propriétaire, lui, c'est un échec en même temps. Là. Ouais, en effet. Fait que... Mais j'ai hâte de voir s'il reste à Tempe, voir l'an prochain. Je pense que ça va baisser l'engouement des partisans, des joueurs aussi. Ben, là, on s'entend qu'il n'y a aucun joueur autonome qui va signer en Arizona cet été pour l'année prochaine. Oui, les jeunes vont jouer, mais tu sais, voyons, le joueur Logan Cooley, là,
D'après moi, il va aller se faire un an de plus à l'université, lui, là. Ça, c'est clair. Tu sais, je veux pas être plate, mais lui, on aurait pu le voir dans la nationale dès l'an prochain. Là, nous, en tant que fans, on perd ce privilège de le voir parce que, tu sais, avec le streaming, on peut voir les matchs. Mais là, il va jouer à Minnesota. C'est à Minnesota qui, il me semble que oui. En tout cas, mais il va rejoindre l'université. Là. Fait qu'on va perdre un an de Logan Cooley dans la nationale, un an de développement aussi. Fait que, chose à plate, il y a plein de répercussions. Il y a plein de répercussions qui viennent avec cette décision-là. Puis, tu sais, je trouve ça plate pour Clayton Keller qui avait une méchante belle saison, qui est excité par le futur. Puis là, pas qu'il retourne à cause départ, mais on s'entend que l'année prochaine, ça sera pas le fun de jouer en Arizona tant que ça. Avec tout le monde va parler d'eux autres, ils vont se ramasser dans une autre ville. Ils vont aller jouer à Dallas. Là. Ils vont dire hey, vous allez peut-être jouer ici l'année prochaine. Tu sais, ça va être distrait tout le long. Là. Ouais, on va pas trop s'étendre, mais le père de Clayton Keller qui a fait un tweet ish. Ah, j'ai pas vu. Oh! Le père de Clayton Keller qui a fait un tweet qui mentionnait comme quoi Clayton Keller n'allait pas commencer la saison avec les Coyotes l'année prochaine puis qu'il ne faudrait pas se surprendre s'il y a d'autres joueurs qui ne voulaient pas être là. Mais tu sais, il n'a pas mentionné que son gars allait quitter l'équipe, il a juste dit qu'il n'allait pas commencer la saison, puis sinon, il n'a pas non plus... Il n'a pas insisté sur les autres joueurs, mais il a retiré son tweet depuis. Fait que... Ouais. C'est un peu cave comme tweet, on va le dire. Mais bon. Tu appelles ton père et le père, là, garde ça chez vous. Mais c'est pas la première fois qu'un père d'un joueur dit des idioties puis que c'est pas vrai finalement. Je pense qu'il était plus déçu pour son fils puis c'était un tweet impulsif qu'il a fait. Mais je pense pas qu'Aiden Keller, c'est ce genre de joueur à faire la baboune et tout. Là. Je pense pas, en tout cas. J'espère pas. Non, je pense pas. All right. Ben, écoute, moi, je suis ça avec beaucoup d'intérêt, ça, c'est sûr et certain, pour les semaines qui sont à venir, voir qu'est-ce qui va être pris comme décision. Ce qu'on sait maintenant, c'est que du côté de la LNH, on est ouvert à l'idée que l'organisation déménage à l'extérieur de l'État de l'Arizona. Par contre, si on est capable de trouver un plan qui serait très rapide au niveau de l'Arizona, on peut le faire aussi, mais c'est peu probable. Maintenant, sur le site alacoupe.ca, on va trouver un texte de Philippe Villeneuve qui a écrit sur la fin des soumissions pour l'achat des sénateurs de Ottawa. Malheureusement, Ryan Reynolds s'est retiré. C'est Ryan Reynolds et le groupe Remington. En gros, ils voulaient avoir une période de négociation avec la ville pour l'achat du terrain qui était comme privilégié, genre, juste eux autres pouvaient négocier avec la ville. Ça leur a été refusé. Ce qui fait que là, on a 4 groupes qui sont encore candidats là-dedans, soit Michael Endler, Steve Ostopoulos, Jeffrey et Michael Keimer et Neko Sparks. Alors, c'est un texte qui va être à suivre sur le alacoupe.ca signé par Philippe Villeneuve cette semaine. Là, on est en séries éliminatoires du côté de la LNH et puis moi, je vais commencer avec la série de l'Ouest qui a été une série, ma foi, des plus enlevantes entre le Kraken de Seattle puis le Kraken, il jouait contre les... Contre les Stars. Oui, contre les Stars. Je ne veux pas faire d'erreur. Les Oilers contre les Golden Knights puis contre les Stars. Le Kraken de Seattle qui a donné une très belle opposition quand même à une organisation qui est une organisation qui peut être contender à la Coupe. Je pense qu'on peut, du côté de Seattle, on peut quand même se retirer de leur saison en étant très fiers de ce qu'on a accompli. Absolument. C'est une équipe d'expansion de l'année passée. Il ne faut pas oublier que c'est leur deuxième saison dans la Ligue nationale. Ouais. Puis personne ne les voyait en série. Tu sais, Golden Knights, depuis qu'ils sont allés en finale, ils ont bâti une culture, ils ont bâti des fans, ils ont bâti une grosse affaire. Puis les Golden Knights, depuis ce temps-là, ils ont manqué série seulement une fois en leur histoire. Mais quand on a vu le Kraken, on a dit « Oh, ça va être plus long ». Mais la deuxième saison, ils sont là. Sont compétitifs. Personne ne les voyait gagner contre le Colorado. Ils sortent en 7. Personne ne les voyait compétitionner contre les Stars. Ils ont perdu en 7. Fait que c'est beaucoup d'expérience. Par contre, moi, je suis content qu'ils aient perdu malgré tout parce que je pense que ça aurait diminué un peu le spectacle parce que quand tu regardes le Kraken de Seattle, oui, c'est une équipe qui travaille, mais à un moment donné, on voyait que les gars, ils commençaient à être maganés. Il y avait des matchs qu'ils étaient absents pendant à peu près 10-15 minutes. Ils se dominaient, mais Grubauer sauvait l'équipe. Puis je pense qu'à un moment donné, ça vient que ça fatigue beaucoup l'équipe. Puis je pense que le spectacle aurait été un peu diminué. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Là. Je suis content que Dallas ait gagné parce que c'est une équipe que j'aime. Puis je pense que ça va être un meilleur match-up Dallas-Vegas pour un fan de hockey que Seattle-Vegas. Mais peut-être que Seattle l'aurait bien fait aussi. Là. On ne le sait pas, on ne le saura jamais. Mais je suis bien content que Dallas ait rejoint les Golden Knights. Ça va être une excellente série. Puis c'est pas des marchés traditionnels qui sont là. Fait que je suis vraiment content. Gary doit pas être content, mais moi, quand Gary n'est pas content, je suis content.
On est heureux par rapport à ça. OK, parfait. On a un petit hate ici pour notre cher ami Galbert. Absolument. Du côté des Stars de Dallas, moi, ce qui me fatigue un peu, c'est peut-être Oettinger. Je trouve que des fois, il est un peu up and down. Puis c'est un gars qu'on a connu très solide dans ses éliminatoires. Je sais pas. Ben, up and down, il a connu à peu près 2-3 mauvais matchs. Mais sinon, ça n'a pas été si pire que ça. Il a accordé un but pendant un match numéro 7 qui était très solide. C'est un gardien qui est quand même assez jeune aussi, il faut le savoir. C'est comme sa 2e saison complète dans la nationale. Mais je pense que le gars est capable de step up dans les matchs importants, puis il le fait à date. Quand les Stars ont eu besoin de lui, ils ont perdu le premier match contre Minnesota en première ronde, ils sont revenus fort. Contre Minnesota, il a très bien gardé les buts. Contre Seattle, il y a eu une couple de mauvais matchs, mais sa défensive ne l'a pas aidé des fois. Moi, j'ai encore très confiance en Jake Oettinger, mais oui, il va falloir qu'il y ait un peu de pression quand même, parce que s'il goal mal, c'est pas Scott Wedgwood qui va faire le travail. Là, mais en même temps, tu dis ça, mais on va en parler un peu tantôt. Là. Adin Hill, je m'attendais pas à ce qu'il sauve. Mais Adin Hill a toujours été Moi, je vois plein de monde dire « Ah, c'est 4e gardien. » Premièrement, c'était lui qui était supposé être le gardien numéro 1, puis Thompson était supposé être le gardien numéro 2 en apprentissage. Là, finalement, il y a eu beaucoup de blessés, avec Hill a raté presque toute la saison. Mais là, il revient, mais techniquement, Hill, c'est le gardien 1 et 2. C'est un gardien de la nationale. Puis avec les Coyotes, il a quand même fait des bons chiffres, même s'il n'a pas joué beaucoup de matchs. Et avec les Sharks, l'année passée aussi. Ça, les Sharks, j'ai pas suivi. Avec les Sharks, il y a quand même des bonnes stats. Je pense que c'est 915 pour un backup, c'est excellent. C'est sûr qu'il ne joue pas beaucoup. Fait que techniquement, ça compte pas comme un gardien numéro 1. Mais moi, Adin Hill, j'ai toujours trouvé que c'était un gardien qui était solide. Puis entre lui et Brossoit, moi, je prends Hill. Tu me demandes, il faut que je choisisse, je vais prendre Hill avant Brossoit, juste parce qu'il a plus d'expérience. Puis le gars, il est gros. Il est énorme devant son filet. Fait que déjà là, en partant, ça bouge des trous. Mais c'est sûr qu'en série, par contre, un gardien comme ça, tu ne sais jamais quand ça va flancher. Tu ne sais jamais, un mauvais but la confiance est 0. Puis Dallas, son attaque qui est quand même assez dévastatrice. Fait que ça va être à suivre, mais c'est un questionnement. Les 2 gardiens de but, moi, si tu me demandes qui a l'avantage entre les 2, je vais te donner l'avantage à Jake Oettinger, juste parce que la prestance qu'il peut avoir devant l'équipe, la confiance qu'il peut donner à ses coéquipiers. Puis tu l'as dit en première ronde, je pense qu'il était plus stable, mettons. Puis sinon, dans les années passées, il était exceptionnel, Jake Oettinger. Mais on va y aller maintenant avec la série qui opposait les Golden Knights contre les Oilers. Yes. Tu dis, là, les Stars ont toute une attaque, mais on s'entend que les Oilers, c'était une foutue d'attaque aussi, là. Puis c'est pas parce qu'ils n'ont pas tiré, là. Je veux dire, le dernier match, 40 tirs. Puis écoute, c'est quoi ça? 5-2, je pense. Mais une foutue attaque, oui, mais il manque la profondeur. Et on sait que les Oilers, c'est McDavid, Draisaitl, Hyman, Kane, Nugent Hopkins qui a fait 100 points cette année. Mais Nugent Hopkins, je suis désolé, mais en série, on ne l'a pas vu pantoute. C'est un gars qui a ramassé beaucoup de points sur le powerplay en saison régulière. Puis en série, c'est plus dur de ramasser des points. Puis le bottom 6, premièrement, ils ont joué à 11 attaquants pas mal souvent. Ils jouent à 7 défenseurs. Fait que dans ce temps-là, les attaquants sont. Bien sûr que McDavid et Draisaitl sont tout le temps sur la glace, anyway. Fait que, mais des Derek Ryan, des Mathias Janmark qui se blessent aux 2 matchs, des Michael McLeod ou c'est Ryan McLeod. C'est 2 frères, en tout cas. Il y en a un qui joue les Devils. En tout cas, McLeod, c'est pas incroyable comme bottom 6. Puis en série, c'est le bottom 6 qui te fait gagner des matchs et des séries parce que c'est eux qui vont faire les gros buts. On se rappelle des Lightning avec Blake Coleman, des Barclay Goodrow. C'est eux qui avaient mené le Lightning à aller un step plus haut. Puis c'est plate à dire, mais les Oilers, ils n'ont jamais été capables d'avoir 3 lignes. Je ne dirais pas 4, je vais dire 3 lignes, 3 bonnes lignes. Puis les Hurricanes à Caroline, c'est ça. Si vous regarderez, là, c'est exactement le contraire. Puis les Oilers, tant qu'ils n'auront pas une stabilité en offensive, puis plus que 2 lignes qui peuvent marcher, ils ne gagneront pas. OK. Mais je vais te dire que ça prend un gardien de but aussi, par contre. je comprends parfaitement ton point. Moi, c'est le style de jeu défensif qui me tue du côté des Oilers. Il y en a un.
Hey, tu regardes ça, puis c'est une catastrophe, mais c'est quand même, c'est une équipe qui bouge. C'est une équipe qui est tout le temps en train de pousser vers l'avant. Puis bon, ils ont donné quand même un bon show. Pour ça, je vais leur donner. Ouais. Moi, j'ai bien aimé la série, mais il en reste pas moins qu'au dernier match, les Golden Knights ont joué ce qu'ils devaient jouer, c'est-à-dire qu'on contrôle les retours, puis voilà, on n'est plus capable de rien faire. L'avantage numérique a été solide pour les Oilers d'Edmonton, mais ce n'est pas tout. Il y a du temps à 5 contre 5 aussi, puis il y a du temps en désavantage numérique. On va y aller maintenant du côté de l'Est, puisque nos chers Maple Leafs de Toronto avaient finalement passé la première ronde. Cette fois-ci, ils sont ramassés contre les Panthers qui n'avaient aucune pression puis qui en ont bénéficié, selon moi. Qui voyait les Panthers sortir les Maple Leafs? Non. Personne. Non. En 5 matchs, en plus. Ouais. 4-1, Mais par contre, je vais donner aux Maple Leafs ce qui leur revient quand même. Ça a été tous des matchs serrés. Des matchs qui se sont décidés soit en prolongation ou soit en troisième période. Les Maple Leafs n'ont juste pas été capables de clutcher. Beaucoup de joueurs, les joueurs vedettes des Maple Leafs ont été absents. Là. Austin Matthews, aucun but. Marner était un peu mieux. Nylander aussi, mais Tavares absent complètement. À un moment donné, il faut que tes joueurs vedettes soient bons aussi, malgré que Sergei Bobrovsky a volé le deuxième match, puis on dirait que ça l'a joué dans la tête des Maple Leafs. Après, il essayait d'avoir des jeux parfaits pour pouvoir déjouer le gardien russe. Mais sérieusement, je suis content un peu. Sérieusement, je suis content de voir un marché comme la Floride qui s'en va en série. Puis l'ambiance en Floride quand ils jouent est incroyable. Tu sais, en saison, il n'y a personne, mais il arrive en série, puis c'est dur de jouer en Floride. Pour vrai, les fans sont là. Les rats à la glace, ouais, par là. Ça a commencé, je pense, dans les années 2000 quand c'était rendu en finale de la Coupe Stanley. Puis à chaque fois qu'ils vont en série, les rats reviennent. Fait que, mais ils ont modéré, par contre. Ouais, avant, ça n'avait pas de sens. À un moment donné, il y avait eu des amendes, je pense, avec ça, parce qu'il y en avait trop. Tu sais, à l'époque, ils jouaient, je me souviens pas du nom, mais c'était un aréna qui était plus proche de Miami. C'était un vieil aréna. Ouais. Puis je pense que c'était la pratique du matin. Genre, Scott Mallenby avait vu passer un rat dans le vestiaire ou un shit de même. Puis ce soir-là, ils ont gagné le match. Puis après ça, quand l'histoire s'est connue, à chaque foutu but que les Panthers faisaient local, les gens pitchaient des rats en plastique. Ça en était carrément ridicule. Puis si vous regardez sur YouTube, là, les images, on a un Patrick Roy, parce que c'est en finale contre l'Avalanche du Colorado. Ouais. Un Patrick Roy qui se rentrait dans son net pour recevoir les rats à la tête. Genre, c'était ridicule. Mais là, au moins, c'est juste en fin de match. Ils se sont améliorés là-dessus. Mais c'est une belle tradition. Écoute, c'est une belle tradition pour un marché qui n'est pas vraiment traditionnel. Fait que avoir une tradition comme ça peut. Tu sais, il y a du monde qui peut juste aller là, juste je vais aller lancer un rat, c'est gang, puis des affaires comme ça. Mais les Panthers sont très surprenants. Ouais, très surprenants. Les Panthers, Matthew Tkachuk, gros joueur. Très gros joueur. Écoute, j'ai jamais été un fan de ce gars-là. Puis moi, dans ma tête, c'était Johnny Hockey qui te faisait produire, mais force est d'admettre, c'est qu'il y a quelque chose. Là, parce que je veux dire. C'est un méchant bon joueur de hockey. Son frère est 33 buts, je pense, cette année. Son père était tout qu'un joueur de hockey, fait que je pense que c'est famille pas mal. Mais il y a une touche offensive que je dirais plus intéressante que Brady. Ou du moins à oui, c'est sûr qu'il est plus vieux aussi. Là, fait que, mais Brady, 33 buts, c'est quand même très bon dans la nationale. Puis ce que j'aime aussi, c'est que Roberto Luongo, il est dans l'organisation des Panthers. Puis ça, c'est un gars qui n'a jamais gagné la Coupe en étant un joueur. Mais tu sais, s'il pouvait le gagner en tant que joueur dans l'organisation, je pense que ça serait le fun pour lui. Parce que je l'ai vu dès qu'ils ont éliminé les Leafs, il était là, puis il était vraiment content. Là, fait que je trouve ça le fun d'avoir une légende du hockey qui n'a jamais pu gagner la Coupe Stanley, qui pourrait peut-être toucher en tant que joueur, pas que joueur, mais que dirigeant d'une équipe. Je ne sais pas c'est quoi son poste exactement, mais je sais qu'il est dans l'organisation. Parce qu'il était là. Il était dans l'âge, en tout cas, où il est juste venu encourager, mais derrière moi, il doit avoir un poste dans l'organisation. Écoute, ça se peut. Je ne savais même pas qu'il était dans l'organisation, mais c'est bien possible parce que je sais qu'il vit encore en Floride. Ouais. Et on va terminer avec la série qui opposait les Hurricanes de la Caroline contre les Devils de New Jersey. Une série qui s'est terminée 4-1 pour les Hurricanes. L'expérience a gagné sur l'inexpérience. On a-tu paniqué? Je ne sais pas. Oui, on a paniqué. Mais les Devils, moi, c'est sûr que les Hurricanes sont surprenants quand même avec toutes les blessures qu'ils ont, mais leurs adversaires ont été, je dirais, suspects. Parce que les Islanders, c'est vraiment pas une équipe qui était offensive. Bo Horvat était invisible. C'est Sorokin qui sauvait tout. Les Devils, une équipe qui est très expérimentée, qui était maganée. Jack Hughes, il y avait de quoi? Là? Il a juste joué 14 minutes le dernier match. Tu voyais qu'il y avait beaucoup d'expérience et les Devils ne frappaient pas. C'est une équipe qui ne frappe pas beaucoup et ça paraît.
Il faut que tu frappes pour en série. Regardez les équipes qui restent, là, c'est les équipes qui frappent. Fait que j'enlève pas de crédit à tous les Hurricanes parce que leur système de jeu est excellent. Les 4 défenseurs, on parle de Brent Burns, on parle de Slavin, mais on parle pas assez de Brett Pesci et Brady Shea qui sont aussi efficaces que les deux autres. Mais les Hurricanes, moi, je pense qu'il va manquer quelque chose à un moment donné. Svechnikov, Pacioretty, c'est des joueurs top 6 pareil. Là. Martino qui ne pourra pas tout le temps scorer 11 points dans une série. J'étais surpris, ça! Jordan Martino, qui les connaît un peu en Arizona, c'était pas... c'est un bon joueur de hockey parce que, comme j'expliquais dans la notice des sportifs, tous les joueurs de hockey dans la nationale ont déjà été dominants à quelque part dans un niveau parce que tu te rends pas dans la nationale en scorant 3 buts par année dans une autre ligue. Mais non, ça, c'est un gros bonhomme, puis lui, il est bâti pour les séries. Lui, je le verrais à Edmonton sur un 3e trio parce que le gars de l'expérience, il est capable de scorer quand c'est le temps, puis il est capable de jouer n'importe quel style de jeu. Le gars, il dit tu vas jouer offensivement, tu vas jouer offensivement. Il faut que tu joues robuste, il va jouer robuste. Fait que c'est comme c'est une carte cachée que les Hurricanes ont entre eux autres. Mais il y a un méchant bon lancer, là, c'est un sniper en série. Mais comment de temps ça va durer, on ne sait pas. Mais Teravainen, il est supposé revenir, mais 28 jours pour une opération en moins. Les miracles de la médecine, je comprends, mais d'après moi, il n'est pas à 100%. Non, ça ne doit pas, par exemple, parce que je sais qu'il est revenu et il n'y a plus de chandail sans contact. Non, c'est ça, mais Rod Brindamour a dit qu'il n'était pas sûr s'il jouait le premier match. Tu sais, il y a une formule gagnante entre les mains. Tu ne changes pas ça. Puis je ne veux pas être plate, mais de l'autre côté, tu vas voir Sam Bennett, Mathieu Tkachuk. Des gars qui savent, ils veulent faire mal, puis là, ils vont savoir où frapper. Ouais. C'est tellement des rats. Avec bonne chance, c'était beau. OK, ouais, je comprends ton point. Puis je suis assez d'accord avec toi, puis je veux juste revenir vite là, sur ton point que tu disais, c'est 3e, 4e ligne, c'est la profondeur. On se rappelle quand le Canadien s'est rendu en finale de la Coupe Stanley, Corey Perry, Stall, ça a été important. Des leaders, des vétérans. C'est que quand il comptait un but, c'est toute l'équipe qui levait. Là, ça avait quelque chose de magnétique quand c'est des gars de profondeur qui comptent. Pour avoir déjà joué au deck hockey, c'est la 3e ligne, je peux te dire que les gars, ils aiment ça quand ils scorent. C'est un bonus. Oui, c'est ça. Ça enlève la pression à tout le monde, puis comme tu dis, ça donne des ailes aux autres. Ça, je sais pas, on dirait qu'ils sont contents pour toi, puis on célébrait mon seul but du tournoi comme si j'en avais encore été 12. Les gars. Alors, est-ce qu'on y va avec des prédictions vite? On va y aller avec la conférence de l'Ouest, la finale dans la conférence de l'Ouest. On a Vegas contre les Stars. Alors, tu y vas avec qui et en combien? J'y vais avec les Stars en 6 matchs. Écoute, je te rejoins, j'y vais avec les Stars, mais j'y étais en 7, moi. Oh, tant mieux, parce que si les Stars vont en 7, c'est sûr qu'ils gagnent. Peter DeBoer est invaincu en match numéro 7, 7-0. Fait que tu veux pas aller en 7 contre Peter DeBoer. C'est vrai, j'ai vu ça passer comme statistique, c'est quand même pas pire. All right, puis maintenant, du côté de l'Est, une confrontation entre les Hurricanes et les Panthers de la Floride. Je vais y aller avec mon cœur. Je vais y aller avec les Panthers en 6. Pourquoi pas? Allez, allez-y. Ben Let's go, Bob. Moi, j'ai pas le choix. Mon bracket challenge, c'était les Hurricanes qui gagnaient la Coupe. Donc, je vais avec les Hurricanes et en 7 matchs parce que d'après moi, c'est 2 organisations qui vont se battre jusqu'à la fin. Puis je pense que ça devrait donner 2 belles séries de finale Est-Ouest, 2 belles séries finales. Oui. Alors, on va y aller maintenant avec les séries éliminatoires dans la LHJMQ. Et pour ce faire, on va accueillir notre collaboratrice, Gabrielle. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va, Gabrielle? Ça va bien. Ça va bien, vous? Très bien. Très bien. Avant d'aller avec les séries, j'aurais une question. Exprime-toi, je t'écoute. Est-ce que ce serait possible que l'Arizona, les Phoenix reviennent, genre les Coyotes de Phoenix, mettons? Oh boy, OK. Oui, ça serait possible, mais ça serait peu probable. Peu probable, OK. Mettons que actuellement, les options que les Coyotes peuvent avoir, ce serait de retourner à un aréna qui a changé de nom. Je ne sais plus c'est quoi le nom, mais anciennement, c'est Jaboom.com. Jaboom.com, où ce que jouent les Suns de Phoenix. À l'époque où ils jouaient au American West Arena, on reprochait beaucoup que l'aréna avait été faite pour une équipe de basketball, que l'éclairage n'était pas à point, puis que les points de vue n'étaient pas nécessairement bons pour les fans. Puis il a encore été fait pour le basketball. Puis en plus, il n'y a pas une bonne relation qui est une bonne relation entre les deux organisations. Il y a eu des conflits d'horaires, des conflits entre propriétaires. Ça serait le meilleur plan. Le deuxième plan, ça serait le Veteran, je ne sais pas trop quoi. C'est un ancien aréna qui a été construit dans les... Tu le connais? Ben, j'ai entendu vaguement. C'est un aréna qui avait été bâti dans les années genre 70 pour un club qui était un club professionnel à l'époque, mais tu sais, c'est clairement plus à jour. Il faudrait détruire ça puis rebâtir à partir de là. Ça serait faisable, mais peu probable. Mais M. Murriello... Ça prend de l'argent. Ah ouais, puis, non, mais il y a du cash, là. Puis M. Murriello, c'est un
C'est un gars qui a bâti, il a rebâti des compagnies, il a rebâti des casinos, il a rebâti. Fait qu'il aime ce genre de défi. Okay. Moi, je m'accroche à cette idée-là, puis je me dis, c'est pas fini. OK. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Tout à fait. Alors, ben là, on va juste situer. Nous, on est en pré-enregistrement mercredi. Il y a un match en ce moment au niveau de la série finale dans la LHGMQ. Ouais. Mais demain, ça va être fini. Fait que bref, on va voir le résultat. Donc, pour l'instant, au moment de l'enregistrement, la série, elle est 2-1. Alors, c'est quoi tes impressions jusqu'à présent? Les 2 matchs à Québec, là, on avait Salcombe en plus. Et puis, tu as été à un match, c'est vrai? Oui, j'étais là samedi. Très bon match d'ailleurs, qui a fini un peu dans la folie dans les estrades d'ailleurs. Ouais. Les batailles, etc. Mais bref, on n'ira pas là. Honnêtement, c'est une bonne série, mais pas une série de gardiens de but. C'est pas une série de Rousseau pour des ouais, c'est 2 Rousseau. Ouais, c'est ça. C'est pas une très bonne série. Là, le match d'aujourd'hui, ça allait pas très bien pour Halifax, qui avait comme en première période, c'était comme 18-1 à 2 les tirs. Là, ça allait vraiment mal. Puis là, Halifax s'est fait refuser un but il y a quelques instants. Donc, à cause de... C'est combien, là? C'est 1-0 Québec. Mais... OK, puis il domine à ce point-là, puis c'est juste 1-0? Ouais. Mathieu Rousseau est quand même fort ce soir, là, mais c'est ça va pas comme ça pourrait aller pour Halifax. Match numéro 2 était vraiment bon, par exemple. J'étais contente d'être là. Ça s'est fini 6-3 pour Halifax. La foule, l'ambiance était vraiment bien, par exemple. C'est vraiment bon, mais t'es à Québec, puis ils se sont fait planter. Mais, oui, j'étais contente. Mais j'étais bien. Sam était là vendredi, il a vécu la victoire. Moi, j'ai vécu la victoire de mon côté. Tout allait. Les deux. OK. Puis sinon, moi, je suis curieux de savoir un aspect peut-être plus organisationnel vu que tu étais sur place, mais est-ce que c'est bien organisé le fait d'être dans un aussi gros amphithéâtre, même que ce soit du hockey junior? Ah ben oui. Oui. Les remparts ont une organisation extrêmement basée sur la LNH, on va se le dire, ils sont pas de niveau junior majeur dans leur organisation, ils sont vraiment bien installés. Ils font ça dans le style LNH. J'ai vraiment apprécié l'expérience là-bas. Je vous conseille d'y aller, là, Yves. L'expérience. Oui, Québec, c'est 3 heures de chez nous quand même, mais... Là, moi, c'est 3 heures de chez nous, là. Je vois quelqu'un qui fait beaucoup d'autres. OK. Puis en passant, là, juste derrière moi, Guillaume n'est peut-être pas dans le podcast, mais il est sur mon mur, on peut le voir ce soir. OK. T'as une photo en background? Ouais, j'ai une photo de Guillaume, fait qu'on le salue. OK, ben écoute, salut Guillaume. T'es rendu sur le mur de l'honneur dans le salon, j'imagine, de chez Gabriel. Ouais, c'est moi. Et, sinon, au niveau de l'attaque du côté d'Halifax, est-ce que c'est un problème en ce moment? Honnêtement, le Jordan du... Oh, un but! Le Halifax vient de marquer à l'instant. Donc, c'est 1-1. Boucher qui vient de faire le but, c'est magnifique. 1-1. Donc, ce que j'allais dire, c'est que Jordan Dumais est de retour depuis hier soir. Il joue sur le 4e trio. Il joue pas beaucoup. Il est blessé? Parce que... Oui, il est... Parce que make no sense, là. Mais... Effectivement. Il est encore blessé, là. Il est revenu, mais il est encore blessé. Là. Sinon, il ne jouerait pas sur le 4e trio, on s'entend. Assurément, oui. Mais non, mais il a fait un but hier soir, puis ça allait quand même pas si mal, même s'il n'a pas fait beaucoup de minutes de jeu. Mais là, c'est ça, on a Zachary Lheureux qui est blessé. Il n'est pas là ce soir. Sinon, il y a aussi Moralek qui a été blessé. Je suis content que tu le dises. Je ne savais pas comment dire son nom. Ouais, Moralek. Puis là, il y a Biasca qui est quitté tantôt. Je ne sais pas s'il est de retour, mais je pense pas. Donc, Fait que là, on a 3 gros blessés, si je comprends bien, du côté Halifax. Ouais. C'est-tu tous des défenseurs, ça? Non. Okay. 2 attaquants, un def. Okay. Mais il y a beaucoup de joueurs qui sont blessés présentement dans les 2 équipes. Là. Truchon a manqué des matchs. Théo Rochette est blessé. Tantôt, Pierre-Olivier Roy s'est blessé aussi au genou. Fait que, je pense que c'est le même pour toutes les équipes qui restent en finale dans toutes les ligues juniors. Là. Les gars ont joué. C'est quand même une grosse saison, 68 matchs, plus les séries 4-7.
Fait que c'est l'équipe qui va avoir le plus d'énergie à la fin qui va gagner. Mais Mathis Rousseau, présentement, vole le match du côté d'Halifax. Sinon, le match serait déjà hors de portée pour Québec. Mais on va avoir droit à une bonne fin de match. OK, mais là, si, mettons, vous aviez à établir qui a sorti fort en termes de joueurs, est-ce que vous avez un joueur qui s'est démarqué de chaque côté? James Malatesta. OK. Ben, c'est sûr, James Malatesta, aujourd'hui, il a un bon match. Puis hier, il a fait 2 buts de passe, dont le but en prolongation. C'est vraiment le joueur de Québec qui sort. Mais le joueur qui a sorti, moi, dans le match que j'étais avant le radio au Centre Vidéotron, c'était Justin Robida, qui est probablement le meilleur joueur des Remparts pendant les séries. Il est rendu à 11 ou 12 buts, ou peut-être même 13, je ne me rappelle plus exactement. Mais les Remparts sont capables d'avoir un joueur qui sort à chaque match à peu près. Fait que c'est ça l'important. Il faut qu'il y en ait un. Puis du côté d'Halifax, le premier match, il n'y a personne qui est sorti. Ils ont oublié de sortir. Là, au moins, c'est le gardien de but qui est sorti aujourd'hui. Fait qu'il y a au moins un joueur qui est sorti. Puis là, ça les permet dans le match. Et là, ils sont de retour à 1-1. La foule est là. Fait que... Mais les 2 autres matchs, malheureusement, j'étais pas là. J'ai pas pu regarder le match de samedi. Mais j'imagine que ça a été un peu ce travail collectif des Mooseheads samedi, qui est plus qu'un joueur, mettons. OK. Ouais, oui. Puis c'était-tu le cas? Ouais. Oui, ben non. C'est que les Mooseheads ont très bien joué samedi, honnêtement. Puis Zachary Lerusse sorti. Ben là, il a fait quelques coups là, samedi, mais sinon, c'est un joueur qui, quand il joue bien, quand il fait pas de coups déplacés, ça sort très fort, honnêtement. Puis je pense que ça a été un de leurs joueurs clés. Sinon, bien évidemment, Josh Lawrence, c'est toujours pertinent de le mentionner, mais écoute, en fin de semaine, Halifax a ressorti avec le match 2 plus fort, puis vendredi, c'était Québec, puis ça a été... Ça n'a juste pas été un... Je dirais pas que Québec a mal joué samedi, par contre, c'était 2-0 Québec au début, puis après ça, Halifax a remonté, puis... Puis là, je vous écoute, mais est-ce que vous êtes capable de dire que Halifax en a échappé, mais que Québec s'est présenté tout le temps? Non. Non? Ben, Québec sont présentés en première période du match de samedi, mais après ça, je pense que se sont peut-être dit que ça allait être facile. T'sais, il venait 2-0, il a gagné 5-1 la veille, il venait 2-0 devant les partisans, puis là, je pense que même hier, là, ça n'a pas été Halifax prenait tout le temps les devants, mais Québec revenait. Fait que ça, c'est une force de caractère. Là. Quand tu reviens tout le temps derrière, puis finalement, en prolongation, il marque. Je pense que hier, le match a fait mal aux Mooseheads. Perdre en prolongation, tu étais devant tes partisans, tu aurais pu avoir le match, mais au moins, les Mooseheads, là, présentement, ils ont sorti fort, puis sont dans le match. Mais je pense que ça a fait mal, puis... mais les Remparts, le deuxième match, la deuxième et la troisième période, c'était des jeux décousus et c'était pénible à regarder, même pour un fan des Remparts. Hein. De mon côté, ça allait bien, mais non, mais c'était pas... tu sais, moi, j'ai regardé les Remparts, puis on voyait pas Nathan Gaucher, on voyait pas Zachary Bolduc, ils n'ont pas ressorti pendant le match numéro 2. Même hier soir, je trouve pas qu'ils ont été si exceptionnels que ça. Ils sont vraiment discrets. Théo Rochette a commencé à refaire surface un peu. Tant mieux, mais on n'a pas... Les gros joueurs de Québec sont un peu silencieux, selon moi. Ben, Nathan Gaucher, c'est vraiment le joueur, je te dirais, dans les joueurs étoiles, que la série la plus difficile, je trouve. Là. Il pogne beaucoup de mauvaises pénalités. Puis offensivement, ben, il n'y a pas beaucoup de chance. Fait que, c'est un joueur normalement qui est complet, qui risque de jouer dans le national. Moi, je pense que c'est le joueur qui va... Dans tous les joueurs qui sont présents dans cette finale-là, je pense que c'est le gars qui va jouer dans le national, que je suis plus sûr. Mais pour l'instant, il y a un manque de discipline et c'est supposé être un leader. Puis je trouve que ça déteint peut-être sur les autres joueurs autour de lui. Mais il y a vraiment une série difficile pour son calibre normalement. OK, fait que là, je vous écoute, puis il n'y a absolument rien qui est gagné. Là. Cette série-là est très loin d'être finie. Il n'y a pas une équipe qui a le lead. Là. Ben, le match de ce soir, je pense que si les Remparts gagnent, ils vont gagner. Je pense pas qu'Halifax va aller gagner 3 games de suite contre les Remparts. Mais une victoire d'Halifax ce soir, que les Remparts ont dominé, ça peut jouer sur le moral. On s'en va à Québec, tout est possible. Ça devient 2-3. Mais le match de ce soir, c'est vraiment... Halifax
ont plus de pression de gagner ce soir que les Remparts. Parce que les Remparts, s'ils l'échappent, c'est 2-2. Mais Halifax, tu perds tes 3-1, tu t'en vas à Québec. Le match de ce soir, c'est vraiment Halifax qui a la pression. Là. Ben, le match d'hier, on va dire, parce que Mais tu vois, tu sais, un point que moi je remarque souvent dans les matchs de hockey, quand un goaler reçoit vraiment beaucoup de tirs et qu'il réussit à maintenir la garde, si son équipe compte un but, c'est genre 2 de boost. Là. Ouais, son équipe est encore plus poussée, puis lui est encore plus dans sa game, puis ça peut jouer contre les Remparts d'avoir une telle domination. Ouais, ben, le manque d'opportunités, ça fait mal à toutes les équipes dans tous les sports. Quand tu manques trop de chance, à un moment donné, c'est sûr que tu vas te faire. Puis c'est exactement ce qui est arrivé. Là. Mais en deuxième période, Halifax ont quand même sorti fort. Là. Les Remparts sont beaucoup moins. Il n'y a pas eu grand chance de marquer en deuxième. Mais bon, on va voir en troisième. Ça va être un match enlevant, puis c'est ça qu'on veut. On veut des matchs serrés. Fait que c'est ça. Fait qu'on a un bon show du côté de la série finale. Je pense que les deux, vous êtes d'accord. Puis là, une question qui n'a aucun lien avec le hockey, mais est-ce que vous avez l'impression qu'à Halifax, peut-être qu'on pousse un petit peu plus les cris pour essayer de rivaliser avec le centre Vidéotron? Ça va être dur de rivaliser avec 8000 personnes en moins. Là. Mais samedi, quand j'étais là, il y avait une section de fans des Mooseheads qui criaient très fort « Go Moose Go ». Je les entendais de ma place. Puis, donc, je pense qu'il devait y avoir des familles et tout ça, là, mais ils se faisaient sentir quand même. Je peux te confirmer que vendredi, on n'a pas entendu un mot de cette section. Mais d'ailleurs, c'est bizarre que t'en parles parce que justement, moi, je suis allé avec Guillaume vendredi. Et on se disait avant le match, avant de rentrer ensemble Vidéotron, tu sais, je suis curieux, tu sais, le monde de Québec, tu sais, les billets sont pas chers, fait que c'est-tu vraiment des fans des Remparts, tu sais, je pense pas que c'est tous des fans de Remparts qui étaient là, là. Fait que des fois, tu te dis, ils vont juste là pour le happening, est-ce que ça va être aussi bruyant? Puis j'ai vraiment été surpris, là. J'étais allé au Centre Bell, puis je trouvais que l'ambiance, ça ressemblait pas mal quand l'équipe est rentrée. Dans le fond, tu sais, la sirène de but des Remparts, on l'entend même pas quand ils scorent, tellement que le bruit est fort. Fait que j'ai trouvé ça impressionnant. J'ai été surpris que les gens sont déplacés, mais en plus de se déplacer, sont impliqués. Puis ça, c'est sûr que ça joue. Là. 18 000 personnes pour un match junior, les gars, on voit jamais ça nulle part. Les gars verront plus jamais ça. Il y a des gars là, dans ces deux matchs-là qui joueront jamais devant autant de monde. Là. Fait que, puis même à Halifax, 10 000 personnes, c'est énorme. Là. 10 500 ce soir. Fait que c'est vraiment une bonne finale pour la LHMQ. Ça va péter le 50 000 personnes dans cette série-là. Là. C'est fou. Eh bien, c'est pas mauvais, ça, quand même, pour le commissaire qui est dans son last dance, d'avoir une série finale qui est 2 bons bassins comme ça avec autant de fans. Ben, juste à dire, à Winnipeg, ils jouent à l'Arena des Jets. Le Eyes de Winnipeg sont en finale. Puis il y a 5000 personnes. Fait que tu vois que le hockey junior, il n'y a pas le même infirmier. C'est sûr qu'ils ont un club de la NHL. Eux autres, au moins, ils ont ça. Mais ça, c'est une belle flèche. mais tu vois, les gens ne se présentent pas autant qu'à Québec. Puis Québec, c'est vraiment une ville de hockey. Fait que... Oui, c'est fun de voir ça. Là. On en avait parlé l'autre fois. L'année passée, il n'y avait pas autant de monde en demi-finale que ça. Là, ça a vraiment pogné. Mais évidemment, non, il n'y avait pas juste des fans, des vrais fans. Là. Il y avait du monde qui connaissait pas tant ça, puis qui était là, puis qui... c'est pas pour rien que ça a fini un peu n'importe quoi à la fin. Ouais, c'est ça. Il y a du monde qui vient juste se saouler. Wow. Un bémol. Je ne suis pas un fan de hockey junior particulièrement, mais je peux quand même apprécier mon expérience quand je vais voir l'Armada. Non, mais c'est pas ça le point. Le point, c'est qu'il y a des gens qui étaient là, pas dans le sens que non, j'aime pas le hockey, mais j'aime pas le hockey junior, mais dans le sens qu'il y en a qui étaient là, puis c'est pas nécessairement des fans de hockey, ils étaient là pour le happening, comme ça me disait tantôt. C'est ça que je veux dire. OK. Bon. C'est probablement ces gens-là qui ont mis la marde puis qui ont écœuré le jeune qui avait le syndrome de Downs et qui se sont battus avec les fans. C'est sûr que les fans des Moussets n'ont pas plus été intelligents de se battre avec des fans des Remparts. Je pense que ça... mais tu sais, dire que c'est la fanbase des Remparts et c'est des villageois des estis d'épais, comme j'ai vu sur Twitter, c'est pas vrai. Là. C'est pas vrai. Les fans de Remparts, normalement, sont civilisés, mais comme dans tout sport, dans toute organisation, il y a des caves qui vont se présenter, puis il faut pas que tu généralises avec des affaires comme ça. C'est ça qui me tracasse. Tu peux pas...
un groupe d'individus de 10 personnes à peu près qui mettent de la merde sur 18 000, tu peux pas dire que c'est toutes des caves, juste pour à cause de eux autres. Là. Ah, ça me rappelle un certain épisode. Je sais pas si vous vous en souvenez, en début d'année, au Marriott Arena, il y avait quelqu'un, je pense, qui avait perdu un bout de doigt ou de quoi de même. Ah, je n'ai pas vu. Non. Quand même intéressant. Non, écoute, c'était dégueulasse. Là. Il y avait eu un combat dans les estrades, puis il y avait quelqu'un qui avait perdu quelque chose. En tout cas, c'était dégueulasse. C'est pas symbolique, là. C'est pas du tout symbolique. Ça se bat pas non, c'est ça. en Arizona, 0 pinball. Ouais. Là. All right, Ouais. fait que, on est toujours confiant par rapport à vos prédictions. Si je fais pas erreur, je pense que Sam t'avait mis les remparts. Puis toi, Ouais, rapport en 6 que j'ai mis, moi. Prédiction, les deux. La même prédiction, les deux? Ouais, rapport en 6, c'est très possible. C'est sûr que s'ils gagnent ce soir, je pense que ça va se finir en 5. Les remparts échapperont pas. Je pense que le match qu'ils peuvent gagner la coupe devant leurs partisans. Je pense que si le match de ce soir va dire beaucoup, mais si ça se finit à soir, ben si Halifax gagne à soir, ma prédiction, je pense qu'elle peut se réaliser. Okay. Ouais. Ça serait quelque chose, la Coupe du Président devant 18 000 personnes. Surtout que les remparts, Patrick Roy n'a jamais gagné la Coupe du Président. C'est vrai. C'est la fois qu'il était à la Coupe Memorial, il l'avait gagné, mais il avait été là par défaut à cause des Wildcats de Moncton qui étaient hautes. Fait que ça serait un moment incroyable que Patrick Roy finisse sa carrière junior en Coupe du Président, s'en va à Coupe Memorial, gagne la Coupe Memorial, puis après ça, il s'en va coacher les Blue Jackets. Comment plugger son équipe enfin? Ouais, c'est ça. Oh, wow. All right, Gab, as-tu un petit mot de la fin pour la série finale? Ben écoute, moi je pense que ça va j'espère que ça va être mieux pour les gardiens, honnêtement. Je pense qu'on n'a pas eu ce qu'on voulait du côté des gardiens de but. On a espéré un plus gros duel de Rousseau et j'espère. Mais ce soir, hier, on l'a eu. Hier, on l'a eu. Ouais, mais mercredi soir, on l'a eu. Ouais, mercredi soir, on a un bon match. 1-1 en deuxième, c'est un bon match de gardien. Donc, puis là, ben, c'est ça va bien. Les Moussets, ça va bien du côté des Moussets. Ils ont remonté un peu les tirs. J'espère que c'est mieux comme ça là, qu'une série serrée, comme une série que ça. Un match où ça va pas bien puis que ça finit genre 12-0. Je comprends ton point. Écoute, Gab, je peux te poser une question avant que tu parles? Bien sûr. On y va maintenant avec la série finale dans la LNH, la série demi-finale, excuse-moi, dans la LNH entre les Hurricanes et les Panthers. Tu optes pour qui? Hurricanes, je les ai mis gagnants de la coupe. Ouais, moi aussi. Puis on y va en combien? Hurricanes en 6. En 6, et du côté de l'Ouest, cette fois-ci, les Golden Knights contre les Stars. Ouais, j'espère que ça va être les Stars. Donc, je vais dire Stars en 6 aussi. Je vais aller... je vais pas risquer, là. Je vais aller en 6. C'est bien parfait. Écoute, merci beaucoup, Gab. On suit ça à la série finale. Puis peut-être est-ce que Patrick Roy aura son premier trophée du président, comme peut-être pas. I hope. Peut-être. L'avenir nous le dira. C'est la seule chose qu'il faut de gagner. Donc, à suivre. À suivre. Hey, merci beaucoup, Gab. Passe une belle soirée et on s'en reparle prochainement. Alors, Sam, écoute, c'est ce qui clôt pour nous. On va regarder avec beaucoup d'attention, bien entendu, les séries finales de l'Est et de l'Ouest qui devraient commencer ce soir. Ce soir, c'est l'Est. Panthers Hurricanes, qui eux, ça fait quand même un bout qu'ils sont en congé. Samedi, je pense, ça finit, puis au dimanche, en tout cas. Peu importe. Là. Non, vendredi même pour les Maple Leafs, samedi pour les Hurricanes, je crois. Fait que, ils sont reposés, fait qu'on devrait avoir un bon spectacle. En tout cas, c'est ce que je souhaite. Oui, les finales de conférence en 6 et en 7, c'est ce qu'on veut. Tout à fait. Quelque chose qui serait serré. Yes. All right, ben écoute, un très grand merci, mon cher. Puis, merci à toi. On se reparle très prochainement. Yes. Bye. Pour vous, je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur nos différentes plateformes puisqu'on est présent sur Twitter, Spotify, Facebook et YouTube, toujours au nom de À la Coupe, la notif des sportifs à tous les mardis midi qui est animée par Loric Salvaille. Je vous dis un très grand merci d'avoir été parmi nous ce soir et on se revoit très prochainement. D'ici là, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Bye.